18h10 à Alger. Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. La répression contre les militants anti-normalisation s'intensifie au Maroc. Selon le président de l'Observatoire contre la normalisation, la cabale contre eux est de plus en plus violente à la lumière de l'offensive sioniste contre la bande de Gaza et la mobilisation populaire naturelle en soutien aux martyrs du peuple palestinien. Intensification des combats ce vendredi au Soudan, de nouvelles régions du pays épargnées jusqu'à là par le conflit qui oppose l'armée du pays et les forces de soutien rapide ont été le théâtre de nouveaux affrontements. Et puis au Tchad, à J-2 du référendum constitutionnel, l'opposition n'est toujours pas convaincue par la feuille de route de la transition et appelle à un vote mort. Le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Oulimane, sort du silence et s'exprime quant à la cabale dont il est victime, lui et d'autres militants anti-normalisation, suite à sa participation en Afrique du Sud à une rencontre en soutien à la Palestine et déclare, je cite, « Les opposants à la normalisation sont les Marocains jaloux de la souveraineté de notre pays, attachés aux principes de notre patrie et surtout souciants de sa sécurité », s'exprimant à l'occasion d'une conférence de presse au siège de l'Observatoire à Rabat. Oulimane signale que les campagnes de dénigrement et les menaces subies par les opposants à la normalisation s'intensifient, en particulier avec la montée de l'extrême droite sioniste, ajoutant que l'offensive génocidaire sioniste contre la bande de Gaza même s'intensifie en ce moment. Pour rappel, depuis 3 mois, la bande de Gaza en Palestine occupée subit une attaque génocidaire sans précédent avec un lourd bilan de martyrs. Plus de 18 000 personnes sont tombés donc en martyrs, avec plus de 70% sont des femmes et des enfants. Et à l'occasion du 63e anniversaire de la commémoration de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, la diplomatie sahraoui réaffirme la nécessité pour l'Assemblée générale et ses organes de redoubler d'efforts pour parvenir à arrêter le processus de colonisation des territoires sahraouis et au même titre à une solution durable, pacifique et permanente à la colonisation du Sahara occidental, signalant qu'il s'agit d'une condition fondamentale pour restaurer la paix et la stabilité en Afrique du Nord, avant de pointer du doigt l'obstruction de l'occupant marocain au processus de paix et l'inaction de la société internationale. L'envoyé spécial de l'ONU en Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies dans le pays, Abdoulaye Bathily, poursuit ses consultations en vue de parvenir à l'organisation d'un scrutin général dans de bonnes conditions et en finir avec l'instabilité du pays et l'embroglio qui bloque le pays depuis plusieurs mois déjà. C'est dans ce sillage qu'il rencontre le commandant de la région militaire occidentale, le général Ousmane Al-Jawali. Ce dernier a affirmé l'engagement de son institution dans le processus électoral, mais aussi l'unification de l'institution militaire et la sécurisation des frontières et sa sécurisation. Il a fait savoir à Abdoulaye Bathily et Abdoulaye Bathily s'est exprimé lors d'un tweet sur sa plateforme X. Hier, le président algérien a inauguré la 31e édition de la foire de la production algérienne où il a visité des stands de plusieurs entreprises économiques, publiques et privées, exerçant dans divers domaines. Vous couvrez combien par rapport aux besoins du pays? Pour les engrais azotés, donc on couvre 100%. Pour les engrais phosphatés, 100%. Pour les engrais composés, on peut dire nous sommes à 70%. Ça devient le produit le plus stratégique au monde. Le gaz ou le pétrole. Maintenant, c'est les engrais. Celui qui détient les engrais détient pratiquement
un pouvoir de décision énorme. Il faut aller vers, كما تفاهمنا, حنا les produits, les dérivés هادو, et il faut foncer. Il faut arrêter toute exportation du brut. Pour augmenter la capacité de l'usine, voire la doubler, et aller à 50% d'intégration locale. Le transfert de technologie et la formation est un prérequis pour nous. Nous sommes engagés auprès du ministère de l'Industrie d'ouvrir une académie de formation et de transfert de technologie. D'ailleurs, nous venons de lancer une licence universitaire à Ouahrana Justo pour former les chefs d'unité de production. L'objectif, c'est ça. Quand on est allé vers la construction d'usines, c'est pour lancer l'industrie mécanique. On est sur la bonne voie. Très grande confiance en nos amis, nos partenaires italiens, premièrement. Deuxièmement, l'industrie mécanique doit tirer l'Algérie vers le haut du point de vue industriel. Absolument. Donc il ne s'agit pas uniquement de consommer des voitures. Oui, d'accord. Il faut qu'on participe à la fabrication de ces véhicules-là et renforcer le tissu industriel du pays, qui est en train de se renforcer, alhamdoulilah. On a vu, il y a beaucoup d'opérateurs qui ont pris l'initiative, qui transforment ce qu'on dit en réalité industrielle. La situation au Soudan ne va pas en s'améliorant et les combats s'intensifient entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Ce vendredi, la périphérie de Oued Madani veille épargnée jusque-là par les violences où des centaines de milliers de Soudanais ont trouvé refuge, a été le théâtre de violents affrontements entre les deux parties belligérantes. Oued Madani, chef-lieu de la wilaya d'El Jazira, situé à 180 km au sud de Khartoum, est devenu un refuge pour plus d'un demi-million de déplacés internes ayant fui les combats dans la capitale du pays, selon les chiffres avancés par les agences onusiennes. Cela dit, selon les médias du pays, ces derniers temps, des combattants ont été petit à petit mobilisés dans la région, établissement des points de contrôle le long des villages entre Khartoum et Oued Madani. Ajoutant que l'armée soudanaise a empêché des civils d'entrer dans la ville, survolée ce vendredi matin par des avions de chasse et où des explosions ont été entendues. Pour rappel, depuis le mois d'avril dernier, le Soudan est secoué par un conflit armé qui oppose donc l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité burkinabées lors d'une opération d'envergure menée cette semaine à Djibo, dans la région sahélienne du pays. L'opération menée par 3 bataillons d'intervention rapide et d'un commando des forces spéciales de l'armée de terre avec l'appui de vecteurs aériens a conquis Bara, Boulé et toutes les autres localités au nord de Djibo jusqu'à la frontière malienne. Pour rappel, le Burkina Faso fait face à un important abcès sécuritaire depuis 2015 et a annoncé il y a quelques mois sa lutte contre les terrorismes s'intensifie. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a ordonné ce vendredi la remise en liberté immédiate de Mohamed Bazoum, séquestré avec sa famille depuis le coup d'État dont il a été victime le 26 juillet dernier. La Cour ordonne aux défendeurs la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les séquestrés et à la remise de Bazoum dans ses fonctions, a affirmé le juge qui a délibéré à Abuja 3 mois après le dépôt de la plainte du président déchu suite donc au coup d'État. Ce dimanche, c'est donc jour de vote au Tchad. En effet, les électeurs tchadiens sont appelés pour répondre par oui ou non à la nouvelle constitution du pays, proposée par la transition menée par Mohamed Idriss Déby Itno, fils de feu Idriss Déby. Cela dit, pour l'opposition, ce référendum constitutionnel ne fait pas l'unanimité, mais bien au contraire, affirmant qu'il s'agit d'un scrutin qui crée la discorde. Par ailleurs, les partis d'opposition avaient déjà dénoncé
dénoncé la répression dont ils se sont estimés être victimes, affirmant que toutes les voix opposées au projet constitutionnel étaient muselées. Si le oui l'emporte, la nouvelle constitution sera donc promulguée le 1er janvier 2024, rappelant que ce référendum est les dernières lignes droites avant les élections présidentielles et législatives prévues au plus tard pour fin 2024, ce qui viendrait à mettre un terme à la transition ouverte au lendemain du décès du président Idriss Déby Itno en avril 2021. En Guinée-Bissau, ce vendredi, la police reste toujours déployée devant le siège de l'Assemblée nationale pour empêcher les députés de se rendre à l'intérieur de l'hémicycle. Mercredi, un groupe de militants, dont des députés de la coalition Paix Terra Ranca, ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre devant le Parlement. Les députés ont répondu à l'appel du président de l'Assemblée, mais également le leader de la coalition qui a décidé de poursuivre les sessions malgré la dissolution de l'Assemblée décrétée par le président. Par un décret présidentiel, mais cela dit, cette coalition considère qu'il s'agit là d'un décret illégal et cette décision de Omaro Sissoko Embalo intervient après une tentative de coup d'État avortée. Le Fonds africain de développement a décidé mercredi d'octroyer un prêt de 38,84 milliards de dollars au Bénin pour contribuer à la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé. Malgré les informations circulant dans certains médias concernant un possible report des élections générales en République démocratique du Congo, la CENI maintient sa position, affirmant qu'elle respectera le délai constitutionnel. Elle s'efforcera d'organiser ces élections donc le 20 décembre, même si elle est confrontée à un calendrier serré et à des défis logistiques qui ont conduit le gouvernement à une demande de soutien supplémentaire de la MONUSCO, mais aussi à l'aviation angolaise, mais aussi un soutien logistique à l'ONU. Pour le moment, ces demandes restent sans réponse. L'armée kenyane a accéléré ses opérations de sauvetage pour évacuer des centaines de personnes piégées par les inondations qui ont frappé de nombreuses régions dans le pays. Le service météorologique du Kenya a averti que les fortes pluies se poursuivront au cours de la nouvelle année, exhortant les habitants des zones sujettes aux inondations à évacuer dans les plus brefs délais. Autre calamité en Éthiopie où une sévère sécheresse frappe le pays. Au moins 176 personnes, dont 75 femmes, sont mortes de faim à cause de la sécheresse dans l'État du Tigré, au nord du pays, ont rapporté jeudi les médias locaux, citant l'administrateur de la région, Adouche Asmadalash. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h pour le journal de la rédaction présenté par Idrief. Madame, Monsieur, excellente suite des programmes.